S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Alors épisode spécial, épisode express, je vais te bombarder Frédéric, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ok, première question, je crois que tu as la réponse. Qu'est-ce que tu as monté et de quoi on va parler aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai monté? Alors qu'est-ce que j'ai créé? Parce que monter c'est encore autre chose. On parle pas de meubles Ikea, dis-nous, voilà. On parle d'entrepreneuriat. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Corum et qui s'appelle, dont le claim est Corum l'épargne, donc on propose des produits d'épargne aux Français. Ok, alors spoiler, on va pas commencer par parler d'épargne. Moi, j'ai une première question. Je pensais que tu avais réussi à lier le pro avec une passion perso, mais plus sérieusement, j'aimerais que tu m'expliques l'étymologie de votre nom, Corum, qui est devenu Corum l'épargne. Raconte-moi ça, s'il te plaît. Voilà, quand on crée une entreprise, il faut trouver un nom. Ouais. Voilà. Et alors, il y a plein de noms possibles. Un truc dont j'adore, c'est les acronymes. Ça, c'était une grande tradition française. C'est les boîtes qui ont des initiales. Tu sais pas ce que ça veut dire. Enfin, c'est un peu impersonnel. Et je voulais un truc qui corresponde à moi, un bout de mon histoire personnelle, mais qui surtout corresponde à mon métier. Donc, je me suis creusé les méninges. C'était un jour de novembre 2010 dans un train. Et en fait, ma passion, c'est la voile, depuis que je suis tout petit. Et mon métier, c'est de gérer l'épargne d'une certaine façon, parce que je gère l'épargne de mes clients, mais en gardant à l'esprit que cette épargne, elle appartient pas à moi. Je suis pas un banquier. C'est vraiment l'argent de mes clients. Donc moi, je suis un prestataire de service. Et donc, en fait, tous les ans, je leur demande leur avis pour savoir si, globalement, ils sont contents de mon job et si j'ai bien géré leur argent. Ouais. Et je le fais au cours d'une assemblée générale. Et au cours de cette assemblée générale, il y a un terme juridique pour désigner le fait que l'assemblée générale est valable parce qu'il y a assez d'associés pour voter et dire « Ok, on est d'accord avec le job que tu as fait ». Et ce terme technique, qui est un terme latin juridique, s'appelle quorum. C'est le quorum, Q-U-O-R-U-M. D'accord ? Vous avez mis un C. Voilà. Et il se trouve que quand j'étais gamin, il s'était passé un truc qui m'avait fasciné, c'est que la France avait gagné une course à la voile qui s'appelle l'Admiral's Cup. Okay, en français, la coupe de l'amiral, c'est pas l'America's Cup, c'est autre chose. Voilà. Et les bateaux étaient sous la marque Corum, C-O-R-U-M, qui est par ailleurs une marque de montres. Donc les montres, c'est pas vraiment mon truc. Mais en tout cas, cette histoire m'avait fasciné quand j'avais une dizaine d'années. Voilà. Et je me suis dit, tiens, ça fait un beau lien parce que des Français qui gagnent, à l'époque, c'était essentiellement contre des Anglais, des Américains. C'était un truc exceptionnel. Et voilà, je me suis dit, c'est un bon motto pour ce projet professionnel. Et raconte juste une chose, l'épargne, parce que tu parles de Corum au début, l'épargne est apparue comment? Et je vais aller plus loin. Vous avez lâché la voile pour aujourd'hui vous concentrer sur, il me semble, 5 sportifs, 5 athlètes. Ouais. Roman, Dico, dédicace si tu veux venir dans ce podcast. Raconte-moi, c'est quoi la strat quand tu parles d'épargne et de sport, du coup? Alors d'abord, il y a un truc qui me choquait, c'est qu'à une époque, on avait un bateau qui était destiné à faire le Vendée Globe, tout le monde à la voile. Ça date des années 2018. Voilà. Et il y a un truc qui me choquait, c'est que quand j'allais voir, avant qu'on ait ce bateau, quand j'allais voir les départs de ces courses, la Route du Rhum, le Vendée Globe, Transat Jacques Vabre, c'était assez drôle parce qu'il y avait des noms sur les voiles qui étaient des noms de boîtes, donc le nom du sponsor. Voilà. Et je ne comprenais pas pourquoi ils mettaient le nom parce que je ne savais pas ce que faisaient ces boîtes. Donc pourquoi faire autant de pubs si tu comprends pas? Et donc je m'étais dit, le jour où on a notre bateau sur ce départ-là, on dira ce qu'on fait parce que Corum, personne ne connaissait. Et on mettra l'épargne. Et alors ce qui est très drôle, c'est que 10 ans après, tout le monde sous sa voile met le nom de ce qu'il fait. Comme quoi, on a peut-être laissé une petite empreinte, même si on n'a pas eu beaucoup de résultats. Voilà. J'allais te demander, est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup de résultats? C'est pour ça que vous êtes concentré sur 5 athlètes qui ne sont pas dans la voile, il me semble. Raconte 30 secondes ça. Ouais, alors on avait un projet voile qui était ambitieux, on avait un gros budget, c'était notre équipe, notre bateau, enfin, c'était les salariés d'entreprise, c'était notre bateau, on ne donnait pas de l'argent à un marin qui faisait son affaire, tout ça. C'était vraiment un projet d'entreprise et il se trouve que c'est un domaine qui est hyper technique.
dans lequel on ne maîtrise pas forcément tous les paramètres. Je pense qu'on avait un super bateau, on avait un super skipper, mais en fait, on a toujours eu des problèmes techniques, alors qui peuvent s'expliquer par tout un tas de choses, mais en fait, qui sont le résultat de cette équipe. Et on est quand même dans un métier où on doit avoir des convictions, ça on en avait, on se doit d'être résilient, on se doit d'être fort dans l'adversité, mais il y a un moment, notre métier aussi, c'est de ne pas s'entêter. Tu parles du sport ou de l'épargne là ? De l'épargne de façon générale. Mais tout s'applique au sport, je sais pas si tu te rends compte. Bien sûr que tu te rends compte. Et un truc important, c'est que il faut savoir se dire, ok, je suis pas dans la bonne voie, donc je ne m'entête pas. Et il n'y a pas d'amour propre à avoir en disant on s'est trompé, on fait autrement. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a eu ce projet voile, puis on l'a arrêté parce qu'il n'y avait pas de résultat et que globalement, on ne pouvait pas abandonner à chaque course. Alors je caricature un peu. On avait un bateau formidable, très rapide, un super marin, mais à la fin de la journée, ça ne scorait pas. Donc on était là pour scorer. Voilà. Et donc on est passé à autre chose. Plutôt que de se concentrer sur un sport, avant les Jeux Olympiques, on a décidé d'apporter notre soutien à un certain nombre d'athlètes dans différents sports. Voilà, donc tu en as évoqué deux, mais donc il y a le judo, il y a l'escrime avec Sarah Balzer, on a la course à pied avec François Daen. Bah attends, t'as Sarah aussi. Ouais, Sarah Balzer. Mais tu sais que Romane comme Sarah, je suis en DM non lu sur Instagram. Bon bah donc, voilà. Grand appel du pied, mais je vais te cuisiner en off, Fred. Voilà. Et puis on a un pilote de Formule 2 qui est un jeune extraordinaire aussi, qui s'appelle Victor Martins. Ok. Voilà, donc avec ses sportifs, on couvre tout un tas de sports, mais ils ont tous une trajectoire personnelle. Ce sont des gens inspirants et qui sont dans des disciplines qui sont pas forcément. Alors la Formule 2 peut-être un peu plus en vue dans le monde, dans notre monde aujourd'hui, mais sport mécanique. Et après, voilà, c'est tous des personnalités très particulières qui sont toutes inspirantes. Voilà. Et qui se rejoignent sur les valeurs que tu as citées, le travail, la résilience, l'adversité. Et je crois que c'est un peu la thématique de ce podcast. Évidemment, l'échec. Ouais, tiens, on va parler d'échec. Je vais revenir à une chose. Avant de revenir, moi, mon but, c'est de faire un tour dans ta tête et de comprendre comment tu t'es lancé. Je sais que tu as des choses à dire, à revendre. Quorum, tu peux nous donner quand même quelques chiffres. 2011, la création. Depuis. Et tu m'avais dit que tu voulais pas qu'on fasse de pub de la boîte, donc moi je suis hyper soft. J'ai pas dit que c'était une pub de la boîte. Bon, okay. Ça, c'est une manière pour les gens, parce que c'est simple. Tu peux arriver et parler de résilience, mais si comme moi, et je considère que je fais pas beaucoup de chiffre d'affaires, moi je ferme ma gueule à ce niveau-là. Mais toi, je crois que tu as un petit peu plus de légitimité à en parler. Non, mais raconte-moi, et on va faire un tour dans ta tête avant. Et spoiler, on va parler du Fred à 15 ans. Ouais. Et il s'est passé des choses. Ouais. Mais raconte-moi, juste en 14 ans de boîte aujourd'hui, ouais. Vous êtes combien ? Il y a combien de marques sous le groupe ? Comment ça se passe ? Combien d'épargnants accompagnés ? Alors, pour expliquer les choses, parce qu'on est dans un domaine qui est hyper technique, donc je pourrais passer 10 minutes à te jargonner. Non, fais pas de la pub. Mais un truc hyper simple. Pas de la pub, mais à jargonner. Parce que comme dans tous les métiers, on a toujours tendance à s'enfermer dans son microcosme, on a l'impression que tous les autres comprennent ce que tu fais. Moi, mon métier, il est super simple. Tu me confies de l'argent et tu me payes pour que je gère correctement. Donc, le gérer correctement, ça veut dire éviter de prendre des risques sur le capital et faire en sorte qu'à la fin, ça te rapporte quand même. Voilà. Sauf que le risque est lié au rendement, donc ça, on va aussi en parler. Mais pas forcément. Là-dessus, il y a beaucoup d'idées complètement, d'abord anachroniques et d'idées préconçues. C'est différent, l'épargne de l'investissement ? C'est la même chose. Ok. Est-ce qu'il y a une Non, il y a l'acte d'épargner qui met de l'argent de côté. Ok. Ça, c'est épargner. Tu peux épargner en mettant des billets d'or sous ton matelas ou des lingots d'or sous ton matelas. Ça, c'est épargner. J'ai vu ton post LinkedIn. Et investir, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu le fais pas dormir. C'est-à-dire que tu le places et tu peux aussi irriguer l'économie. Tu peux aider des projets avec ton argent et en attendant un retour sur investissement. Donc là, on était parti sur un autre thème qui était ce qu'était Quorum. Exactement, mais plus, moi je veux juste des chiffres, on va rentrer évidemment et parler de surtout comment tu as créé ça. 2011, je sais pas quel était l'état du marché, on va en reparler. On va commencer. 10 milliards, c'est quoi ? Alors, c'est l'épargne qui nous est confiée. Voilà, c'est 150 000 clients. Ça va la pression ? Bah, c'est beaucoup de c'est beaucoup de pression parce que c'est pas notre argent, c'est l'argent de nos clients et on se doit d'être à la hauteur de la confiance qu'ils nous ont donnée. C'est une vraie pression. Je te pose la vraie question. Je sais que les entrepreneurs dorment avec leur boîte, mais on l'a dit, c'est très émotionnel. Tu dors bien ? Je dors super bien. Il y a pas des moments où il y a des petites sueurs froides ? Non. Jamais, surtout avec le climat actuel. Non, parce qu'au contraire, d'abord, bien dormir, c'est essentiel pour être en forme et bien travailler, être en possession de tous ses moyens. Donc, il faut bien dormir. Et pour bien dormir, c'est aussi, il faut savoir s'organiser.
Et la pression... La sagesse, les amis. Non, bah ouais, mais... La maturité. Exactement, ouais. Parce qu'en fait, c'est dans les moments les plus durs qu'on peut créer la différence. Ok. Voilà. C'est pas quand tout va bien. Moi, quand tout va bien, j'ai plus de mal à dormir. Ça te fait chier quand tout va bien ? Eh ben, ça m'inquiète. Ah, ça t'inquiète Ouais, carrément. ça m'inquiète Ok. parce que quand tout va bien, ça veut dire que soit j'ai un truc que j'ai pas vu, soit il y a un truc que les autres n'ont pas vu et que peut-être j'ai entreaperçu. Il y a toujours un truc sur lequel travailler, un truc à bien améliorer sûr. selon Quand toi. tout va mal, c'est là vraiment là qu'on peut faire la différence. C'est là qu'on peut trouver des choses intéressantes. C'est là que, enfin, tu connais l'adage, hein, acheter au son du canon, revendre au son du violon. Je connaissais pas l'adage. Tu connaissais pas ça ? Non, je te jure. On n'est pas de la même génération. Attends, déjà, et puis moi, mes parents sont marocains, donc les proverbes arabes, je vais pas te les sortir, mais j'ai pas ces rêves. Non, après, j'ai des proverbes français. Attends, je me permets de t'interrompre parce que sinon, on va rentrer en long, large, en travers dans Quorum, dans votre activité. Avant, donc déjà, je le dis vu que tu l'as pas dit. Donc 10 milliards, tu l'as dit, 150 000 épargnants. Ouais. Vous êtes 250 aujourd'hui ou On est 250, oui. 250 présents en France. On est 22 nationalités dans l'entreprise. On est présent dans 7 pays et je crois qu'on parle 34 langues. Merci. Maintenant, 10 000 steps en arrière. On parle pas d'âge, mais tu m'as dit qu'à 15 ans, tu savais que tu voulais être entrepreneur. Pourtant, tu l'as été bien plus tard. Non, mais je savais que je voulais porter un projet. Enfin, j'ai toujours eu l'envie de porter des projets, quels qu'ils soient, dans le sport. C'était quoi à l'époque qui te drivait dans ça ? Porter un projet, comme tu dis ? C'était avoir une idée, quelle qu'elle soit. Et c'était pas l'idée d'avoir une idée, c'est dit, mais j'aimais bien avoir des idées, puis aller jusqu'au bout, emmener des copains autour, faire un truc et développer quelque chose. Ça pouvait être dans tous les domaines, mais j'ai toujours eu ça. J'avais du mal à m'imaginer être parmi un groupe dans une fonction. J'adore le sport d'équipe, mais c'est pas le sujet, mais pas avoir de perspective. Et ça, c'est un truc super important dans notre monde. On voit que on est dans un monde compliqué parce qu'il y a beaucoup de frustration, parce que les gens ont pas le sentiment de pas avoir le bout du tunnel, ce que je peux tout à fait comprendre. Il y a des gens qui ont pas forcément envie de voir le bout du tunnel, qui se sentent très bien dans un environnement sûr, certain, dans lequel ça sera toujours comme ça. Et quand même, le reste de l'humanité, on a besoin d'avoir une perspective. Enfin, on a besoin d'évoluer, tu vois. La sécurité, c'était pas ton truc. En tout cas, la sécurité, c'était sûrement pas faire du surplace. Ah, ok, intéressant. T'es confortable dans l'inconfort, t'es confortable dans le changement perpétuel. Alors, tu sais que le propre de l'homme, c'est le déséquilibre. C'est-à-dire que l'homme est le seul être vivant qui, pour avancer, doit se mettre en déséquilibre. Voilà, donc pour marcher, un bipède, pour marcher, il est en déséquilibre. Je pense que c'est dans notre nature d'avancer, de bouger, d'aller de l'avant. Après, on peut le faire à différents rythmes, on peut partir dans tous les sens aussi. Voilà, donc il faut savoir se canaliser, mais ça a toujours été quelque chose au fond de moi. Avancer, créer, faire des choses. J'aimerais comprendre une chose parce que je suis totalement d'accord avec toi. En plus, je regardais du contenu, je sais plus comment, mais en gros, il racontait que l'homme, pour se nourrir, aujourd'hui, on se fait livrer au bas de notre porte, mais à la base, on doit procurer un effort, être dans le mouvement et aussi, je pense qu'il y a une idée, je sais pas si c'était ça qui a été dit, mais de se mettre un objectif et de travailler pour. Et à la base, c'est se nourrir. Je vais revenir à une chose. Ok, l'inconfort, le mouvement, et en même temps, moi, je l'oppose, on en a parlé de la sécurité, en tout cas, ce que nous vend la société. Moi, je vais te le dire cash. Moi, on m'a vendu de la sécurité. Moi, on m'a jamais dit quels sont tes rêves. Ouais, tu peux tout faire. D'ailleurs, ça peut être vertigineux vu qu'il y a le champ des possibles. J'aimerais comprendre, toi, à 15 ans, c'est quoi tes références de personnes qui arrivent à bien vivre, donc quand je dis bien vivre, c'est financièrement, à potentiellement être heureux, parce qu'il te renvoie qu'il y a un côté, une sexiness dessus, dans l'inconfort, le changement perpétuel, la quête de challenge et la création pure. Alors j'avais un oncle qui était assez inspirant pour ça. Il avait un métier qui pouvait paraître pas très sexy, il était expert comptable, commissaire aux comptes. Mais je crois qu'il a été le premier expert comptable en France à avoir un ordinateur, enfin un PC à l'époque. Okay. Il a toujours été en avance sur tout un tas de trucs, avec plein d'idées, voilà. Et je pense que ça m'a beaucoup inspiré. Et puis moi je fais partie d'une génération où tout gamin, je crois, sur les genoux de mon père, j'ai dû voir l'atterrissage, je vais avoir 2 ans, l'atterrissage du premier homme sur la Lune. Enfin, j'ai des images, tu vois. Et tout ça, c'est hyper inspirant. Tu te dis, en fait, tout est possible, tout est permis. Tes parents t'ont fait rêver. Tes parents t'ont dit,
ce que tu vois à la télé, ça pourrait être toi d'une certaine part? Non, ils me l'ont pas dit, mais je sais que mon père était dans une admiration totale par rapport à ça. Voilà, et ça il partageait son émotion, son rêve par rapport à ça. Avoir un peu la tête dans les étoiles, c'est vachement important. Enfin, essayer de se projeter, c'est un truc super important. Ouais. Je veux pas faire mon psy à 2 balles, mais moi, je sais que ça m'a impacté beaucoup dans ma vie et je l'ai compris récemment. Est-ce que c'était une manière de capter l'attention de ton père que de reproduire ces étoiles qui, lui, l'animait de ouf? Non, alors j'y crois absolument pas, mais voilà, ma mère m'en a souvent parlé. J'avais le même signe zodiacal que mon père. C'est-à-dire que mon père était, depuis que je suis tout petit, j'ai vu des bouquins de science, quels qu'ils soient. Mon père adorait les bouquins de science-fiction et c'est vraiment un truc que j'ai hérité de mon père. Je suis vraiment là-dedans, dans le progrès, le futur. Alors pas à n'importe quel prix, évidemment, mais dans les choses qui nous paraissent inatteignables et qui inatteignables. Je te renvoie juste un truc. Il y a un film il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, qui était... j'ai plus le titre en tête, mais voilà, où t'avais un acteur dont j'ai parlé le nom qui touchait des boutons virtuels sur un écran. Ben, on y est déjà. Enfin, des drones, des mini-drones qui font la guerre, on est en plein dedans. Ce film n'a que 15 ans. À l'époque, ça pouvait paraître de la science-fiction. Et je me souviens... C'est de la réalité. Et quand je voyais ce film, je me dis, mais à mon avis, ça arrivait très bientôt. On est en plein dedans. On est complètement en plein dedans. Et les choses vont très vite, voilà. Et donc, ce qui est toujours intéressant, c'est... d'arriver à capter les signaux faibles dans lesquels on se dit tiens, il y a des trucs qui sont en train de se passer là et allons voir ce qui se passe et essayons d'être dedans. Mini parenthèse dans ça, tes parents faisaient quoi quand tu étais plus jeune? Mes parents étaient commerçants. Les deux étaient commerçants? Ouais, tout à fait. Donc tu as une culture de l'idée d'aller chercher des clients, vendre un produit et créer de la valeur. Ça, il y a ça aussi. Oui. Moi, alors quand je te disais... Mais le minimise pas, Fred. Non, mais c'est vachement important. Quand je te disais que mon métier, moi, c'est gérer l'épargne de mes clients, je suis dans un métier où on parle d'AUM. Alors AUM, je vais te décrypter. Asset Under Management. Asset Under Management. Ça veut dire quoi? C'est combien de milliards tu gères. Quand je croise un confrère, tu gères combien de milliards? Et je lui réponds, j'ai 150 000 clients. C'est vachement... Enfin, pour moi, le seul truc vraiment qui m'empêcherait de dormir, en tout cas qui focalise toute mon attention, c'est est-ce que mes clients sont satisfaits? Voilà. Quand on reçoit un courrier de quelqu'un qui est pas content ou j'ai un coup de téléphone en me disant ce truc-là, ça marche pas, etc. Ou là, j'ai été mal conseillé, votre site internet, il marche pas, c'est un truc qui me rend hystérique. Donc la satisfaction client. Je veux parler d'une chose. J'ai scruté ton LinkedIn. Tu as été directeur financier, tu as été président, je ne sais plus, c'est 1 ou 2 sociétés, avant de te lancer. Est-ce que tu as eu besoin de ces expériences pour te sentir légitime pour te lancer? Alors, j'ai pas eu besoin de... Alors, c'est pas un besoin d'être légitime. Alors, je fais pas partie de ces gens, je ne fais vraiment pas partie de ces gens qui ont un plan de carrière. Moi, depuis que je suis... Tu suis tes envies à l'instant T, quoi. Je suis très conscient d'une chose, et ça, je pense que c'est à la fois mon environnement familial, puis aussi le début de mon environnement professionnel, où la vie professionnelle, mais comme la vie tout court, est fait de rencontres ou de hasard qu'on peut susciter. Et je suis intimement convaincu que ce qu'on cherche et ce qu'on recherche n'est pas forcément là où on le cherche. C'est-à-dire qu'il faut avoir, il faut avoir les chakras ouverts, il faut avoir les yeux ouverts, ses émotions ouvertes, les oreilles ouvertes. Et moi, je sais qu'à un moment dans ma carrière, j'ai été bosser dans une boîte, tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu vas foutre dans ce truc-là au fin fond de la province? Et ça, tu m'as dit que c'était un bon signal. Et là, je pense que je suis dans le vrai. Et à la fin de la journée, quand je compare mon parcours avec d'autres personnes, je me dis, avoir des schémas préétablis en disant, j'ai bossé 5 ans au cabinet de stratégie, ensuite, je vais bosser 5 ans chez L'Oréal, et après, je fais ci, je fais ça. C'est d'une tristesse quelque part, c'est connaître son avenir et se dire mon parcours ça doit être ça. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie de toute une génération et la génération actuelle, les schémas sont préétablis. Je trouve ça d'une tristesse absolument incroyable. Alors comment dire, mince, j'ai plus l'expression, mais en tout cas je vais défendre ma génération. On est en opposition à celle de nos parents quand même. Le 20 ans dans la même boîte, je crois que c'est révolu pour beaucoup de personnes. Non, mais c'est pas le 20 ans dans la même boîte. C'est dire à tel moment je suis là, à tel moment je suis à tel endroit, je dois être à tel salaire, à tel endroit je dois être à tel endroit. Il faut que j'aille faire 5 ans aux États-Unis, en Angleterre. Je reviens après. Tu vois, c'est des trucs, c'est des schémas. Ça me paraît mais dément dans la société actuelle. Et on va pas se mentir que l'objectif souvent est salarial et après un peu ce que tu reflètes de ta place dans la société. Je veux juste comprendre une chose très méta, très précise. Qu'est-ce que tu as capté dans ces expériences? Qu'est-ce que tu as appris? Peut-être c'est une valeur que tu
soupçonnait pas de toi, qui t'a mis en confiance, mais avant de te lancer sur Quorum? Ça m'a appris tout ce que je savais pas dans le monde des affaires. C'est-à-dire? Vraiment tout ce que je savais pas. Il y a plein de choses que tu imagines. Enfin, c'est en ça que d'ailleurs l'éducation, l'éducation académique est assez paupérisante. Même les stages, en définitive, un stagiaire, on lui fait faire que des choses, il voit qu'un bout du problème, il est même pas tout à fait conscient de ce qui se passe. Bien sûr. Voilà. Et en fait, quand tu rentres dans le monde professionnel, tu vois la vraie vie. Et la vraie vie, c'est des relations entre des humains, comme dans la vie personnelle. Et ce qui est toujours intéressant, c'est le truc le plus intéressant, c'est les échecs et tout ce qu'il faut pas faire. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus fait progresser. Après, ce qu'il faut faire, en définitive, il n'y a jamais de truc très miraculeux. Le sport m'a appris une chose. C'est que des petits pas. Ça sert à rien d'être bon dans les domaines, mais déjà, si tout ce que tu dois le faire, tu le fais moyennement, dans tout le spectre des compétences dont tu as besoin pour faire quelque chose, déjà, tu es dans le top. Tu arrives à faire le top. L'histoire de Quorum, c'est ça. On n'est pas des génies. Tout ce qu'on fait, on essaye déjà de le faire correctement. Enfin, pas de le faire de façon extrêmement performante, de le faire correctement. Et si tu essayes de faire ça partout, dans tous les compartiments, il se trouve que généralement, et dans la plupart des cas, tu arrives à être dans le top. T'es dans le top ? Je ne sais pas si je suis dans le top, mais depuis 15 ans, ce qu'on fait, c'est pas trop mal. Ouais. Justement, je vais revenir là-dessus. Est-ce qu'il faut être fou, naïf ? Ouais, moi je pense qu'il faut un peu de la naïveté. Est-ce que tu considères que tu as été naïf en 2011 pour te lancer ? Et j'aimerais que tu nous parles de ce marché qui est très opaque pour nous. Mais moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est un oligopole détenu par 3-4 acteurs max. Comment ça se passe ? Il y a plusieurs choses. Alors d'abord, nous, on est parti d'un tout petit marché inconnu. Parce que je t'ai parlé du monde de l'épargne, on a une compagnie d'assurance vie, on a des usines qui fabriquent des produits d'épargne et on vend nos produits d'épargne, on peut aussi vendre ça dans une compagnie d'assurance vie. Donc je suis parti d'un tout petit machin dans un coin caché qui s'appelle la SCPI. En fait, c'est des placements, tu investis dans une société et tu es avec 10 000 ou 20 000 ou 100 000 autres personnes et cette société achète de l'immobilier et elle est gérée par un gérant. Le métier de Quorum, c'est de gérer cette société. La titrisation de l'IMO, quoi. En quelque sorte, exactement, ouais. Je suis parti de ce petit métier-là. Pourquoi ce métier-là ? Parce qu'il se trouve qu'on avait demandé dans les années en 2007 précisément un audit sur un acteur de ce marché qui se portait pas très bien, quoi. Il y avait des nouveaux produits qui sortaient, il voyait passer les trains, puis la boîte perdait de l'argent. Donc je suis arrivé dans ce monde-là, j'ai découvert un univers assez extraordinaire. Et de toutes les expériences que j'avais dans mes univers professionnels différents, j'ai juste appliqué ce que je savais faire. D'abord, respecter un client, l'écouter, lui apporter des solutions qui sont celles qu'il attend. Et puis ensuite, gérer. J'ai un bout de parcours financier, donc gérer ces fonds-là comme le ferait n'importe quel financier, directeur financier. Voilà. Le succès, il n'est pas dans la technique ? Le succès, pas dans la technique du produit, si un peu. Okay. Je vais te faire un truc technique très simple, c'est qu'à l'époque, ces fonds, ces pays n'investissent qu'en France. Voilà. Okay. Tu veux dire les assets qu'ils gèrent, même l'IMO. Ils n'achètent que des immeubles en France. Et évidemment, à l'époque, il y avait déjà l'euro. Et je dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas investir sur toute l'Europe ? Parce que si on veut trouver des bonnes affaires, il ne faut pas rester qu'en France, dans le quartier central des affaires, en plein Paris. Enfin, il y a le reste de l'Europe. Il y a des marchés immobiliers différents. On peut faire des choses qui peuvent avoir plus d'intérêt que uniquement se concentrer sur la France. Il y a souvent une image que je donne, c'est plus facile de trouver un trèfle à 4 feuilles. Tu as plus de chances de trouver un trèfle à 4 feuilles sur un terrain de football que sur ta jardinière. Voilà. Et pour la petite anecdote, à l'époque, j'avais dit tiens, on va aller investir en Espagne parce que le marché immobilier espagnol était ratatiné, donc il y avait des bonnes affaires à faire. Ça, c'est mon côté enfant de commerçant. On achète quand les prix sont bas, on revend quand c'est au plus haut. C'est assez simple, mais voilà. Et je me souviens d'un acteur de ce marché qui m'attrape par le bras en me disant mais je t'interdis d'investir, d'aller acheter en Espagne, tu vas salir la profession. Parce que un bon immeuble, ça s'achète pas à plus de 10 minutes de scooter de l'Étoile. Et d'abord, à l'étranger, il n'y a pas de notaire. Ce qui est faux, il y a des notaires en Espagne, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, tu vois, ce qui est toujours intéressant, c'est que souvent, dans un domaine, dans un secteur, tu as des certitudes. Et on ne veut pas de changement. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'imagine pas qu'on puisse faire différemment. C'est que changer à ce moment-là, pour eux, enfin,
j'avais parlé de risque, mais c'est remettre en question le service et leurs clients. C'est le risque de les perdre. Honnêtement, c'est pas ça. Ils sont à l'époque, ils sont intimement persuadés qu'on peut pas faire autrement, parce que d'abord, c'est hyper risqué et que de toute façon, tu ne peux faire ça qu'en France. Tu ne peux acheter des immeubles pour faire l'investissement qu'en France. Alors aujourd'hui, on a fait école et aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, faut surtout pas investir en France. Il ne faut investir qu'en Europe. C'est pour ça que nous on revient investir en France, parce que le truc, c'est pas d'investir à gauche et à droite, c'est d'investir au bon endroit au bon moment. L'IMO, il baisse là en France. En France, oui, dans l'immobilier professionnel, il y a des super affaires à faire parce que les prix ont baissé, les prix au mètre carré ont baissé, les loyers ont augmenté, donc ça te fait des super affaires. 2011, est-ce que, la conjoncture de l'IMO est très mauvaise après la crise de 2008? Est-ce que c'est similaire aujourd'hui en termes de cycle, tu dirais, en France? Alors 2011, ça commence à reprendre des couleurs parce que le vrai creux, c'est après la crise des subprimes, c'est 2008-2009 où là, c'est vraiment pas bon. 2011, ça commence à remonter. Je dirais que 2025, on est proche de 2010, quoi. On n'est pas tout à fait 2011, mais ça commence à repartir. Et ça t'a donné des idées, tu dirais, cette crise des subprimes en 2011 par rapport à l'état du marché, enfin en 2008 et 3 ans plus tard? Ta question me fait plaisir parce que quand il y a eu le début de la crise fin 2022-2023, j'avais fait une courbe en disant le marché immobilier il va faire ça en telle année, il va faire ça en telle année, il va repartir là. Et les CPI vont faire exactement cette courbe-là en termes de volume d'activité, et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que depuis 3 ans, on est parfaitement sur le truc qui ne fait que dupliquer ce qui s'est passé dans le passé, qui est un autre point par rapport à ta question tout à l'heure sur mes expériences passées. En fait, l'histoire est un éternel recommencement. Ça sert à rien non plus de vouloir toujours imaginer des trucs complètement différents. Souvent, en regardant ce qui s'est passé dans le passé, tu peux arriver à imaginer ce qui va se passer dans le futur. En tout cas, un basique, c'est sur les comportements humains, les réactions, les attitudes, les moments de certitude et les moments de doute. Et ça, c'est passionnant. Ça, c'est passionnant. C'est drôle ce que tu dis parce que j'ai cet écho dans la tête où je me dis, on dit souvent que l'idée c'est 1% et l'exécution 99%. Et j'ai aussi beaucoup entendu que beaucoup de très bons entrepreneurs ont juste répliqué des services ou des produits en le faisant mieux. Et là, on introduit les moments avec un peu moins de certitude et un peu moins de plaisir. Je ne sais pas si on peut appeler ça des galères. Mais t'aimes pas les gens qui copient apparemment. On vous a copié dans votre écosystème? Alors, copier, ça ne me dérange pas. Ok. Mais vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, ça veut dire que ce qu'on fait n'est pas complètement idiot et c'est validé. Après, c'est comme dans un couple, quand l'autre te quitte, c'est de ta faute. Hein. C'est jamais la faute de l'autre. Faut pas en vouloir à l'autre parce que l'autre te quitte. C'est de ta faute. Soit t'es pas au niveau, soit tu lui as pas apporté ce qu'elle attendait, soit voilà, ou t'as fait une bêtise. Bref. Donc comme copie, c'est pas un problème, jamais. Par contre, si on veut me copier, faut au moins faire aussi bien que moi. Et on l'a pas fait. Et il faut pas le faire pour des raisons purement mercantiles. Ça doit se faire dans le respect du client. C'est-à-dire que, tu vois, dans mon métier, j'ai inventé un truc qui est investir hors de France. Pendant 6-7 ans, on nous a critiqué pour ça, on nous a traités d'aventuriers, on nous a dit qu'on prenait des risques mais phénoménaux et que c'était pas sérieux pour nos épargnants. On a démontré que c'était plus que sérieux et que c'était beaucoup plus rentable et beaucoup plus solide sur le plan de la protection du capital. Aujourd'hui, tout le monde part à l'étranger et on explique qu'il faut absolument partir à l'étranger. Une bonne SCPI, c'est des SCPI qui investissent qu'à l'étranger. Mais c'est une escroquerie intellectuelle parce qu'on met en avant un bout d'avantage fiscal parce que tu achètes à l'étranger. Okay. Mais c'est à la fois une escroquerie intellectuelle, c'est juste un moto-marketing. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Toi, tu vas contre la tendance, quoi. C'est pas que je vais contre la tendance. La tendance, je note une chose. C'est que la tendance, c'est être moutonnier. J'allais dire, il y a des bergers, il y a des moutons. Voilà. T'es quoi, toi? Et tiens, je vais te donner, tu vois, dans le monde de l'épargne, il y a un truc qui est assez intéressant, qui relève par ailleurs d'un point de société. Bon, on a eu une prise de conscience sur l'écologie qui date d'une 30aine d'années en Occident. 30aine d'années. Voilà, il se trouve que j'ai travaillé dans d'autres industries où à 30 ans, on était déjà sur ces sujets-là et il commençait à y avoir des réglementations. Donc, dans l'industrie financière, c'est apparu il y a une dizaine d'années et il y a des acteurs qui, à 5-6 ans, des très gros, se sont mis à être verts, donc ESG, donc responsable socialement, écologiquement, voilà. Et ça n'était qu'un moto-marketing. Dans les faits, ils n'ont pas fait ce qu'ils disaient. Okay. C'était juste un affichage. De la com, quoi. Parce qu'à la fin de la journée, le produit qu'ils proposaient, ils faisaient perdre de l'argent à leurs clients. Donc, c'est très bien de faire un truc vert, mais si je fais un truc vert, il est d'abord rentable.
Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien Et tout ce ça que ne tu veux dire. servait qu'à convaincre les clients d'apporter leur argent. C'est ça qui me gêne. C'est inventer des histoires ou des thèmes qui sont, comment dirais-je, dans l'air du temps uniquement pour faire du business. C'est pas sérieux. Surtout, alors, à la limite, tu vends des pizzas, je critique pas. Tu vois, la tendance c'est au chorizo. J'ai aucun problème avec ça. Enfin, tu vois. Mais l'argent, c'est autre chose. Tu vas pas inventer une belle histoire juste pour convaincre les gens de te Puis mettre même, l'argent. je pense que dans l'entrepreneuriat, je sais pas si je fais de la paraphrase, dis-moi si je me trompe de ce que j'ai compris que tu dis, c'est le meilleur objectif pour être profitable à long terme et faire un vrai business, c'est te concentrer sur tes clients, comment mieux les servir. Si tu dis que tu as un intérêt qui est juste pécunier, financier ou même market, ouais, je sais plus comment t'as appelé ça, mais ou financier, mercantile, oui. faire des thunes, Ouais. quoi. Oui, Ça sera un jour ou l'autre, tu te prends le mur. Ouais. Alors, ce qui est fascinant, le top du top, c'est pour moi dans une entreprise, c'est avoir une satisfaction client qui soit hors norme. Voilà, les clients sont contents, le marché reconnaît que tes produits sont au top, les clients sont ravis et les clients parlent de toi. Tu n'as pas de pub à faire. Les clients parlent de toi. Ça, tu as réussi un truc. Le truc d'après, pour moi, le truc le plus génial, c'est de proposer un truc au client dont il n'a pas besoin, mais dont tu vas lui faire comprendre qu'en définitive, il va en avoir besoin. Enfin, le client pense qu'il n'en a pas besoin. Mais en fait, tu vas répondre à un besoin qu'il n'a même pas imaginé. C'est très compliqué. C'est-à-dire que quand on parle avec des investisseurs, ils vont caractériser ça de, entre guillemets, il n'y a pas de marché, il faut que tu le crées. C'était ton cas, toi? Alors, Et tu peux nous parler d'ailleurs de la typo des clients, juste essayer de comprendre à qui vous vous adressez? Alors nous, on s'adresse à tous les Français, quels qu'ils soient. On a des clients qui nous confient À partir 50 de euros, combien? comme 3 ou 4 Ok. millions d'euros. Donc à partir de 50 euros. Bah, bien sûr, ouais. Ok. Et eux, mince, j'ai déjà oublié ma question juste avant, qui était... Tu te débrouilles. Ah, j'allais dire, aide-moi, Fred. Merde. Non, je vais t'aider sur une petite digression. Tu vois, le truc magique, c'est Apple qui invente l'iPad. 2010. Personne n'a besoin d'un iPad. On commence juste avec nos téléphones, tu vois, avec nos smartphones. T'as un mec qui se pointe avec une tablette, qui dit, ce qu'il vous faut, c'est ça. Et le truc est génial. Du jour au lendemain, tout le monde se met à avoir des tablettes. Alors aujourd'hui, on en a un peu moins parce que les téléphones ont grandi. Mais c'est ça le truc génial. Mais attends, on n'avait pas de besoin. Ouais. Il y a eu un effort marketing monstrueux. Et aujourd'hui, Apple, si on parle en tant que boîte, les 3/4 de leur chiffre d'affaires, mais même plus, je crois, c'est justement du hardware versus toutes les autres boîtes tech qui sont scalables parce que c'est du software. Bon, on va pas cracher sur Apple, étant donné que je pense qu'on est équipé d'Apple. T'as un mini iPad, parce que le téléphone a grandi et qui fait aujourd'hui toutes les fonctions de c'est l'iPad. ce que tu recommanderais à des entrepreneurs de carrément, enfin qui veulent le devenir, de se dire tu peux aussi créer un marché, créer un besoin? Moi, j'ai rien à recommander. Ce que je sais, c'est que si tu veux vraiment donner de l'avance à ton entreprise, d'abord, tu fais le job qui est de rendre tes clients satisfaits de leur boulot. Il faut qu'ils aient le sentiment d'en avoir pour leur argent. Ça veut pas dire que tu dois faire des prix. J'ai retrouvé ma question, mais vas-y. Ça veut pas dire que tu dois faire des prix. Non, ton service, il est bon, il doit être cher, mais ton client doit se dire, j'en ai pour mon argent. On est tous pareils. Tu es prêt à payer le prix si tu en as pour ton argent. Après, tu as toujours des gens qui discutent le prix. Mais ça, c'est marginal. Et ensuite, c'est d'inventer le produit que le marché n'a pas, que le client, dont le client n'imagine pas le besoin, et tu le rends addict à ce produit. Alors là, tu as réussi, tu as donné 10 ans d'avance à ta boîte. On peut te copier, mais ça va prendre du temps, ça va être compliqué. Et pendant ce temps-là, toi, tu as emmagasiné des ressources qui te permettent de préparer le coup d'après. Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais s'endormir sur ses lauriers. Il faut toujours se positionner, toujours comme un challenger dans sa tête, jamais comme un leader. Jamais comme un leader. Non, j'essaie de penser à Steve Jobs. Je me demande comment en tout cas, les gens le voient comme un leader, mais peut-être que lui, c'était un challenger de ce qui se faisait. Non, je rebondis sur ce que tu as dit juste avant. Tu as dit que ton premier point, c'était que si tu fais une boîte dont le produit ou le service se vend sans que tu aies à faire de pub, alors tu as tout gagné. Ah bah oui. Ma question est la suivante. Genre, comment j'ai pu oublier cette question? Est-ce que vous êtes capable de vendre sans faire d'efforts? Ah ben, alors, c'est un peu différent aujourd'hui parce qu'on s'est beaucoup diversifié. On va attaquer des marchés sur lesquels personne ne nous attend. Mais sur le petit marché de la SCPI, pendant 10 ans, moi, j'ai eu des commerciaux qui ne vendaient rien. Ils décrochaient leur téléphone, ils prenaient des commandes. C'était ce qu'on appelle de l'administration des ventes. Mais le besoin était déjà présent? Ben, le besoin a été suscité par nos clients qui en parlaient, etc. Donc, ou nos distributeurs qui en parlaient. Et on n'avait rien à faire. On ne vendait rien. Il y a même une époque, on freinait les ventes. Pour garder la qualité de service, garder la qualité du produit, la performance du produit, éviter de prendre des risques à l'argent de nos clients, on a limité les ventes. Mais quand je te limité les ventes, c'est pas 5%, 10%. Je crois qu'en 2019, ça devait être de 50%. On a décidé de faire 50% moins que ce qu'on aurait pu faire. Tu as renoncé à du volume pour garder la qualité.
C'est ça la raison pour laquelle Quorum existe 14 ou 15 ans plus tard? Bah, en tout cas, nous, on est sur un marché qui a passé une crise énorme. En fait, je crois que tu as 210 gérants de SCPI. Il y en a où il y a 210 SCPI, il y a de trentaines qui ont eu des gros problèmes. On est passé à travers cette crise. Voilà, nos fonds sont restés performants, on n'a eu aucun problème. Mais parce qu'on a su prendre les décisions qu'il fallait en tant qu'entrepreneur, en tant qu'associé de notre boîte. Voilà, on s'est dit à un moment, on arrête de prendre l'argent de nos clients parce qu'on ne saura plus l'investir correctement. Donc, on limite et nos clients nous en seront reconnaissants le jour où il y a une crise parce qu'ils n'auront pas de problème. Nos distributeurs n'auront pas de problème de SAV sur les produits qu'ils ont vendus. Et ça, il faut à la fois avoir une conviction, avoir toujours le client en tête. Il faut aussi avoir des actionnaires. Donc, moi, j'ai cette chance, c'est que l'actionnaire, c'est moi-même et mes collaborateurs. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple que d'avoir un fonds d'investissement qui, lui, a une vision et des contraintes un peu différentes. Mon métier, quelque part, je suis un fonds d'investissement, moi aussi. Hein. Je suis un fonds d'investissement, mais je travaille directement avec mes clients. Tu me fais une intro magnifique, il nous reste 5 minutes, ça file. Hein. Je t'avais dit que je te bombarderais. C'est un des sujets pour moi les plus importants et ça fait partie de toi, de tes valeurs. Je voulais te poser la question, c'était quoi tes valeurs? Mais en fait, je crois que c'est beaucoup mieux que tu nous expliques ce que tu fais. L'intéressement, spoiler, enfin même pas l'intéressement, on parle de participation. Quand tu as créé Quorum en 2011, tu détenais que 25% des parts et tu as mis tes thunes dedans. Ouais, en fait, j'ai dû apporter 95% de l'argent et j'avais que 25% du capital. Okay. Parce que je voulais que. Tu as cédé 70% de la valeur que tu as. Je voulais que mes collaborateurs puissent rentrer au capital. Donc, Sauf qu'ils avaient quel âge? J'ai mis un petit capital et j'ai mis un gros compte courant. En moyenne, ils avaient entre 27 et 30 ans. Et tu me racontes que 10 ans plus tard. Bon, il y en a 4 ou 5 qui sont à la retraite, qui ne travaillent plus. Hein. Ils ont mon âge, ils sont putain. Non, mais après, chacun a sa trajectoire. Moi, tu vois, je suis toujours au boulot. Non, mais la vraie question, et je sais que tout n'est pas rose. Je sais que tu. Parle-moi de la participation de tes managers, des personnes en interne pour construire un groupe à plus 10, plus 15, plus 20 ans. Pourquoi c'était important pour toi? Mais je suis sûr qu'il y a un petit revers de la médaille par moment. Non, parce que je considérais que j'avais des collaborateurs jeunes, brillants, et qui avaient besoin, tout comme moi à leur âge, d'avoir de la reconnaissance. Par moment, dans ma vie professionnelle, j'ai eu le sentiment de créer beaucoup de valeur, beaucoup, pour l'employeur, sans avoir le retour sur investissement que j'aurais mérité avoir. Et j'aurais pas voulu, parce que la règle du jeu était écrite à l'avance. Un d'entre eux, sans que je lui demande rien, a été assez reconnaissant pour me renvoyer l'ascenseur et m'a donné un bout du capital de sa boîte. Donc, je lui ai rien demandé. Il me l'a donné. Et là, ça t'a donné l'idée. Et là, je me suis dit, quelle intelligence, parce que arrive à comprendre que ma motivation, elle est liée au fait qu'à un moment, il y a aussi une forme de reconnaissance. Et même si... je crois qu'il faut d'abord donner pour imaginer recevoir. Mais voilà, j'avais ça dans un coin de ma tête en disant, mais j'ai pas envie de vivre ce que je veux pas faire vivre à mes collaborateurs, ce que j'ai vécu moi plus jeune. Et comme cette boîte était nouvelle et que c'était ma Xème boîte, je me suis dit, je vais le faire comme ça. Voilà. Et ça explique 90% du succès. Donc, je reviens à tout à l'heure, tu disais être ouvrir ses chakras. Je crois que c'est les rencontres qui font le plus le déclic chez des gens. Même l'expérience est due en général à un échange. Je termine avec mes dernières petites questions du tac au tac. Tac au tac, hein. Salariat ou entrepreneuriat? Pour qui? Pour moi? Ouais. Et même pour la société. Qu'est-ce que tu préfères? Alors là, non. Mais c'est quoi la meilleure manière d'être riche dans ce cas-là? Salariat ou entrepreneuriat? Entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat amène aussi des responsabilités que n'a pas forcément le salarié. Voilà, donc tout est c'est le niveau de prise de risque que tu es aussi. Tu recommanderas quoi à tes enfants? Mais il faut qu'ils le fassent en fonction de leur envie et de leur tempérament. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne peut pas être salarié. Comme tu as des gens qui ont besoin d'être dans un environnement où peu importe leur carrière, si à partir du moment où ils sont dans un cadre fermé et qu'à côté de ça, à côté de leur travail, ils ont du temps, par exemple, pour être dans une vie associative parce que c'est ça qui les fait triper, tu vois. Est-ce qu'on est assez éduqué sur l'investissement et sur la gestion des finances? Ouais. Alors ça, c'est la question qui m'agace beaucoup parce que c'est pas la bonne question. Mais pose-moi toi la bonne question. Il y a d'abord un constat à faire. Tout le monde est intelligent. Tout le monde est intelligent. Tout le monde. Très clair. Ok. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'on parle le même langage. Et c'est vrai dans tous les domaines. Le problème du monde de l'épargne et de la finance, c'est que le langage est tellement technique, abscon et entretenu comme tel que les gens. C'est l'éducation, ça, du coup. Ah non, je suis pas d'accord. Non, parce que tu vois, quand je vais voir un médecin,
Si j'ai mal à l'estomac, je veux qu'il m'explique, quand il me parle de mon estomac, je veux qu'il me dise estomac, tu vois. Je veux pas qu'il emploie un autre terme. Et puis je veux qu'il m'explique dans des mots français ce qui se passe. Ok, donc la pédagogie, c'est plus ça dans ce cas-là ? Non, c'est que les professionnels, et globalement, tout son environnement réglementaire, tout ce qui va autour, parlent français et se mettent au niveau des gens. Voilà. Moi, je peux te parler pendant 5 minutes de ce que je fais sans que tu ne comprennes un traître mot. Ça ne va pas t'intéresser, tu vas m'être gentil. Alors, c'est clairement ma dernière question. En fait, c'est ce vers quoi moi je voulais tendre et c'était cette fin d'interview. Je reprends le sport, je reprends l'épargne. Et évidemment, tu me connais maintenant, l'entrepreneuriat. C'est quoi qu'on pourrait dire à la société, et là, je vais dire c'est l'école, mais c'est peut-être des médias, peu importe, pour leur dire qu'ils sont intelligents et qu'ils sont capables de remplir plein d'objectifs sur ces 3 points-là, plutôt que juste de rester plat du pied, sécurité, CDI, retraite. Merci, au revoir. Alors, tu sais, je ne vais pas te répondre directement, je vais juste te faire une parabole. Devenir entrepreneur, ça ne doit pas être une obsession. Ça ne doit pas être une obsession. Par contre, si un jour se présente à toi une opportunité qui fait de toi un entrepreneur, à l'insu de ton plein gré, il ne faut pas en avoir peur, il faut l'accepter. Si tu le sens, moi, quand j'ai créé Grom, je ne me suis posé aucune question. Le plan, il me paraît simple. Je n'ai pas eu une seconde, un doute. Donc, si tu sens que là, face à toi, il y a un projet d'entrepreneuriat et tu le sens, tu sais que c'est ça, il faut y aller. Mais il ne faut pas passer sa vie à chercher à devenir entrepreneur si la bonne occasion ne se présente pas. Parce que là, tu es sûr d'aller au carton. Et donc, je crois que c'est un petit peu la finalité de ça. Je te l'ai pas posé, mais je suis sûr que tu te connais. Et c'est peut-être ça le vrai conseil à donner aux gens, c'est d'abord se connaître, ensuite se forger peut-être des convictions, des passions, et ensuite se lancer. Bref, je vais pas te relancer, mais un grand merci, Frédéric. As-tu pris du plaisir, ça ? Mais beaucoup de plaisir, c'était génial. J'ai jamais fait un podcast aussi bombardé, d'où des petites questions qui se sont plantées, je m'en excuse. Merci de nous avoir écouté. Un grand merci à toutes les personnes qui entreprennent, qui misent sur elles, qui investissent, qui prennent des risques. Tôt ou tard, ça paiera, et soyez optimistes. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.